Cette première semaine d'avril 1941, nous sommes avec Ruggero Romano, pas seulement parce que c'est un des fleurons de l'école historique internationale, mais parce que nous allons voir pour la première fois des actualités italiennes, celle de la Luce, et que Ruggero Romano était à Naples, étudiant à cette époque, et qui va nous retracer pour nous le climat de son adolescence. Très rapidement, j'ai vécu ces années dans le contexte des groupes universitaires fascistes, comme tout le monde d'ailleurs. Un contexte dont peut-être les gens s'étonneront. Il faut bien s'imaginer qu'il était beaucoup plus libre, sans vouloir faire aucune apologie de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, beaucoup plus libre de ce qu'on s'imagine en général. Et donc, par rapport à la guerre, moi et ma génération, du moins je parle de l'expérience napolitaine, si vous voulez, mais je crois qu'on peut dire que c'est une expérience italienne, nous l'avons vécu d'une façon assez ambiguë. D'un côté, la guerre, mais d'un autre côté, une sorte d'ouverture à l'intérieur d'un système fasciste qui, pour l'époque, était sûrement assez extraordinaire. Je peux vous dire que, par exemple, j'ai lu pour la première fois Les Parents terribles de Cocteau sur une revue d'un des groupes universitaires fascistes, Pattuglia de Ferrar, que j'ai vu le Cuirassé Potiomkin dans le ciné-club du groupe universitaire fasciste de Naples. C'était donc là qu'il y avait la vie vraie, la vie réelle. La vie, disons, culturelle d'un jeune, dans le contexte napolitain, c'était sûrement le gouffre. Et que faire d'autre? Ou sinon, il y avait le club nautique, où il y avait la possibilité, mais c'était réservé à très peu de monde, et je m'honore d'en avoir fait partie, mais plus tard, à partir de 42, 43, d'avoir accès à la maison du monstre sacré qui était Benedetto Croce. Eh bien, on va voir non pas ce qu'était un fascisme à l'italienne, mais la Luce, les actualités italiennes, puis les actualités de Vichy, puis celles de l'Angleterre. On doit préciser tout de suite qu'elles ne donneront pas l'événement qui a lieu au moment même où nous parlons, c'est-à-dire le bombardement de Belgrade par les nazis, puisque la grande offensive allemande vers le sud-est a commencé, mais nous ne le savons pas encore. Firenze. Il principe di Piemonte visita la scuola dei Reali Carabinieri. Aosta. La suggestiva cerimonia della consegna di 11 bandiere ai distaccamenti di militi di frontiera. Ogni bandiera ha per madrina una valligiana in costume della sua vallata. All'appello lanciato dal Ministero della Cultura Popolare per le biblioteche del soldato hanno generosamente risposto editori, librai, giornali e privati. Organizzata dal Ministero della Guerra, la distribuzione dei libri si svolge celere e metodica e raggiunge le più lontane unità ospedaliere. Roma, Teatro Adriano, la scuola di canto corale e il coro federale della gioventù italiana del Littorio nel primo saggio annuale del secondo convegno d'arte della GIL.
Come nasce la pellicola fotografica e cinematografica, ovvero 5 minuti negli stabilimenti di Ferrania, dove sorge la più importante industria del genere. Il cotone, materia prima per la fabbricazione della celluloide, inizia il processo di nitrazione. Il collodio o celluloide liquida passa poi sui cilindri che la riducono in grandi fogli trasparenti. Si prepara l'emulsione di gelatina sensibile. La gelatina sensibile è distesa sui fogli di celluloide. Il grande nastro di celluloide sensibilizzata va all'essiccatoio. Nascono le pellicole cinematografiche. Le pellicole sono perforate. Tutte le pellicole, sia fotografiche che cinematografiche, sono scrupolosamente verificate. In questo reparto si tagliano e si verificano le grandi pellicole per radiografie. Impacchettamento delle pellicole fotografiche. Un gabinetto d'esperienza e di ricerche su questa branca della fotochimica in continuo sviluppo è annesso allo stabilimento. Ogni giorno gli obiettivi impressionano chilometri di pellicole. Autarchia domestica. La deficienza di combustibile induce gli svedesi ad impiantare una minuscola centrale elettrica casalinga, formata da un generatore mosso dal vento e montato sul tetto, che aziona una dinamo, la quale a sua volta carica degli accumulatori. Il generatore funziona anche con un vento di 3 metri al secondo e fornisce energia sufficiente per l'illuminazione, il frigorifero e la radio. Una novità nel volo a vela. Si collauda il primo idroaliante. L'inventore prende posto nell'apparecchio. L'idroaliante demarra. L'eccellenza Yosuke Matsuoka, colto dall'obiettivo mentre parla ai giornalisti italiani e stranieri convenuti a Villa Madama, e riafferma che il Giappone e l'Italia hanno sempre avuto il bene di strette e cordiali relazioni. Col patto tripartito, italiani, giapponesi e tedeschi hanno impegnato i supremi sforzi per realizzare il comune ideale di raggiungere una pace durevole per mezzo della creazione di un nuovo ordine mondiale sulla base della giustizia e della equità. Piazza Venezia. La folla ammassatasi durante il colloquio del Duce col ministro degli esteri giapponese acclama entusiasticamente a Mussolini e all'ospite illustre.
Eh bien, Ruggiero Romano, je ne trahis pas un secret si je vous demande si ces images de Matsuoka vous rappellent pas quelque chose. Oui, une anecdote assez amusante. À la même époque du voyage de Matsuoka, il y avait une chanson qui était sortie en Italie, une chanson patriotique, entre guillemets, Adesso viene il bello, no? Maintenant vient le beau, non pas le bel homme, mais le beau, maintenant arrivent les choses sérieuses. Or, à la même époque, au même moment, arrive Matsuoka, qui, mon Dieu, n'était pas un champion de beauté, même dans un contexte de caractère japonais, il n'était pas beau. Et il était devenu impossible, du moins dans le monde, disons, des universitaires, des étudiants, etc., de prononcer le mot Matsuoka, car inévitablement, il y en avait tout de suite un autre qui lançait, commençait à chanter Adesso viene il bello, non, même il était déjà arrivé. Mais dans l'ensemble, je voudrais dire qu'il y a dans ce documentaire, il y a des traits majeurs. D'un côté, le caractère didactique, cette précision, cette forme pédante d'expliquer comment on fabrique des films pour la photo et pour le cinéma. Dans le même temps, il y a des choses assez bizarres que je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui, qui à l'époque probablement m'avait échappé. Dans la partie sur la Suède, en Suède, on fait allusion au frigidaire. Or, le frigidaire en Italie n'existait pas à l'époque. C'est-à-dire que non seulement ce sont des actualités qui ne parlent pas de la guerre, mais qui font rêver au-delà du réel. Oui, qui font, mais même contre une réalité, mais non seulement au-delà, mais contre une réalité italienne. Ben, on va voir que les actualités de Vichy sont aussi un petit peu en dehors de la guerre. La Coupe de France de football. Une foule considérable se précipite vers les guichets du stade de Luvone, à Marseille, qui sera bientôt trop étroit pour accueillir tous les fervents du ballon rond. Toulouse, maillot clair et rayé, rencontre Saint-Étienne. Sous le signe du salut aux couleurs, les deux meilleures équipes de la zone libre vont engager ce match vedette auquel fera pendant le match final de la zone occupée. Dès la mise en jeu, Toulouse, légèrement supérieure en technique, en puissance et en vitesse, porte le combat devant les bois de Saint-Étienne, défendu par Jens. Après une riposte efficace de Saint-Étienne, la balle à nouveau menace les buts stéphanois, mais Jens veille et va dégager. Tour à tour, procédant par échappée, Toulouse et Saint-Étienne se menacent. Mais on ne voit que rarement des attaques bien construites, des mouvements offensifs ordonnés et méthodiques. Dupuis, Diagne, Bastien, Zatelli, Marek et Dao, du côté de Toulouse, Pasquini, Amar, Dutilleul et Specht, de l'autre, se montrent tour à tour brillants mais sans aboutir. Toutefois, à la 20e minute de jeu, Zatelli marque le seul but de la partie, donnant ainsi la victoire à l'équipe toulousaine. Autre sport. Un sport qui laisse également à l'équipe sa valeur comme il laisse la sienne aux qualités d'endurance et de technique de l'individu. Dans les Alpes, les troupes d'artillerie de montagne entretiennent leur état physique par des exercices et des marches. Les mulets dans ces régions ont un rôle de premier plan. Il ne s'agit pas en effet de marches sûres sur des chemins sûrs, mais de déplacements sur des pistes incertaines. Parfois, le mulet doit céder la place au traîneau et au ski. Sport de jeunesse ardente et saine où l'esprit du soldat et l'esprit du sportif se conjuguent pour acquérir toute leur valeur d'exemple et de démonstration. Jeune Français, parmi les soldats qui mènent cette vie saine et large, tu trouveras le véritable esprit de la Révolution nationale. Jeune Français, sois, au sein de l'armée de l'armistice, le soldat du maréchal. Autre sport. En Suisse, à Saint-Gall,
des cours de construction de modèles réduits de planeurs ont été organisés par les autorités scolaires à l'intention du corps enseignant. À leur tour, les premiers constructeurs ont enseigné à leurs élèves la fabrication des planeurs. Et un grand concours réunissant la plupart des jeunes constructeurs a permis de démontrer les qualités de ces oiseaux minuscules de toile et de bois. On n'ignore pas que dans certains pays, les futurs aviateurs doivent avant tout apprendre la technique et la conduite du planeur considérés comme l'ABC de l'aviation. Ainsi, la Suisse cultive dès l'enfance le goût de l'aviation et prépare l'éducation de ses pilotes de demain. La distribution de la cargaison de lait apportée par le transport Cold Airborne pour les petits-enfants de France a commencé à Marseille. Dans de nombreux centres, les délégués des œuvres américaines de secours ont présidé à ces distributions, grâce auxquelles les enfants recevront le lait et les vitamines dont ils ont besoin. Beau geste par lequel les États-Unis manifestent une fois de plus leur humanité et leur esprit de charité. Oui, là, je voudrais dire un mot et alerter les spectateurs sur les scènes qu'on va voir maintenant, parce qu'on a déjà dit que pendant ces mois de mars et avril, il y a une sorte de rapprochement entre Vichy et les Américains, qui tient à ce que Vichy s'est détaché un petit peu de la collaboration, un tout petit peu, que les victoires anglaises aident un peu à ce détachement, et le lyrisme envers les Américains est la traduction de ce double jeu qui a vraiment existé pendant ce premier trimestre de 1941. Et l'amiral Lilly, qui va devenir un peu le confident du maréchal Pétain, raconte dans ses mémoires que pendant ces mois-ci, il a reçu des lettres et des lettres et des lettres de sympathie de la population française de zone libre, qui disaient vive le maréchal et vive les Américains et à bas les Allemands. En gros, c'était ça. Or, on va voir que l'accueil envers Lilly est un accueil enthousiaste à Marseille, mais l'amiral Lilly a l'air relativement sombre. C'est qu'il vient d'apprendre une nouvelle tragique, qui est la deuxième nouvelle importante de cette semaine, que l'offensive de Rommel a commencé de façon très grave en Cyrénaïque et qu'ils viennent de prendre Benghazi. Autrement dit, tout ce retournement possible de la France associé aux victoires anglaises, tout ça, ça s'effondre et la marche en avant du nazisme a repris pour de bon. Ce geste d'amitié généreuse ne demeure pas isolé. À Marseille également arrive le transport Exmouth, frère du Cold Harbor, qui apporte quelques 6000 tonnes de marchandises de première nécessité. L'amiral Leahy, ambassadeur des États-Unis en France, est venu de Vichy saluer l'arrivée de ce nouveau messager bienfaisant du peuple américain et remettre à la France sa cargaison. L'ovation joyeuse et spontanée qui vous a accueilli tout à l'heure montre bien que la population de tout le pays apprécie d'un cœur reconnaissant le geste de la Croix-Rouge américaine venant par-delà les mers au secours de nos enfants. Après avoir écouté les remerciements de M. Viguier, préfet des Bouches-du-Rhône, l'amiral Leahy et sa suite montent à bord du navire, tandis que les petits Marseillais laissent éclater leur joie et leur gratitude. Regard sur l'Empire. Constantine fait un accueil enthousiaste à l'amiral Abrigal, gouverneur général de l'Algérie, venu présider la prestation de serment de la Légion. 1000 pigeons vont porter à tous les coins de l'Algérie l'écho de cette cérémonie qui marque l'attachement de la France d'outre-mer au gouvernement du maréchal Pétain. Le colonel Epp, président de la Légion de Constantine, prononce les magnifiques paroles du serment. Dans la paix comme je servis sous les armes. Je jure de consacrer toutes mes forces à la patrie, à la famille, au travail. Geste symbolique qui unit dans un même amour et dans une même foi tous ceux qui vivent à l'ombre des couleurs françaises.
Regard sur l'Empire. Le maréchal a décidé la réalisation d'un rêve vieux de 50 ans. L'amiral Platon, secrétaire d'État aux colonies, et M. Berthelot, secrétaire d'État aux communications, salués à leur passage à Alger par le général Végan et l'amiral Abrial, prennent l'avion pour aller reconnaître à travers le désert le tracé du Méditerranée-Niger qui doit être le trait d'union entre le cœur de l'Afrique et la métropole. Dans la carlingue de l'avion qui les emporte, les deux secrétaires d'État qui ont la charge de la construction étudient sur la carte et sur le sol les grandes lignes de cette œuvre prestigieuse. 3500 km de rails, dont 2500 dans le désert, vont joindre Alger et Oran, à Bamako d'une part, à Niamey de l'autre. C'est là la mise en œuvre du rêve des pionniers héroïques, des découvreurs de pistes que furent Platers, Étienne, Lapérine et le père de Foucault. C'est la conclusion de l'effort entrepris depuis des années par l'ingénieur maître de Vallon, qu'on voit ici aux côtés de M. Berthelot, et de l'ingénieur Bélim, l'homme du Niger, le pionnier infatigable à qui l'on doit les célèbres travaux d'irrigation du Niger et le non moins fameux barrage de Sansanding. Survolant les monts de Kabylie, survolant le Grand Ergue, voici la mission à Kenadza. Kenadza qui sera la véritable tête de ligne du Méditerranée-Niger, Kenadza qui commande le bassin houillé du Hogir, dont la production peut suffire à toute l'Afrique du Nord. À Colomb-Béchar, la délégation est saluée à son passage par le général Noguès, résident général de France au Maroc et successeur à ce poste du maréchal Lyotet qui fut à la fois un soldat et un bâtisseur. Déjà, le premier tronçon de la voie ferrée est en construction. Dès la décision du Conseil des ministres et l'ouverture d'un crédit de 4 milliards de francs, on s'est mis à l'ouvrage. Pendant 7 ans, 5000 ouvriers et techniciens vont, luttant contre les éléments et les obstacles qu'accumule le désert, donner mètre par mètre la vie aux transsahariens. Le Niger, le fleuve géant déjà domestiqué par le barrage de Sansanding et qui donne sa richesse à cette partie de l'Afrique française, ne sera plus, une fois le chemin de fer construit, qu'à 4 jours de la Méditerranée. La gomme, le coton, les arachides, le bétail, le riz de ces contrées pourront alors être transportés en des temps records vers la métropole. Au terme de leur voyage, les représentants du maréchal rencontrent le gouverneur général Boisson, dont on se souvient l'héroïque attitude lors de la défense de Dakar.
immense travail entrepris sous l'impulsion du gouvernement du maréchal Pétain et mis au point par l'amiral Platon et M. Berthelot est la grande réalisation que la France et l'Empire attendaient. Réalisation économique d'une ampleur grandiose, elle est en même temps un apport de grande envergure au domaine colonial. C'est à l'heure où la France est blessée qu'elle se refuse à ne travailler que pour l'heure présente et se reprend à penser à l'avenir. C'est là la marque de Pétain. Le Transsaharien, ou plutôt le Méditerranée-Niger, est une œuvre à laquelle toute la France est attachée. C'est, selon les mots de l'amiral Platon, un acte de foi dans l'avenir de notre pays et dans le destin de notre empire. Bien, alors là j'ai deux questions à poser. L'une au professeur Romano, comment il analyse ces actualités de Vichy, et puis l'autre à Ruggiero Romano, l'étudiant qui a été un jeune fasciste comme étudiant, et qu'est-ce qu'il pensait de Vichy à l'époque? Pour le premier aspect, j'étais très impressionné par un élément qui d'ailleurs rejoint ce que vous avez indiqué tout à l'heure à propos de ce double jeu de Vichy. Je dirais que même c'est pas tellement double. Certainement, si on voit la partie qui s'occupe de la construction du chemin de fer transsaharien, on a l'impression que la France considère que pour elle, la guerre est totalement finie, qu'il n'y a plus de problème, et qu'il faut seulement penser, il n'y a plus de problème de guerre, non? Et qu'il faut par contre penser à l'avenir, non? Et donc un avenir dans lequel il y aura encore l'Empire, n'est-ce pas? Et donc on met sur pied ce projet colossal pour l'époque, absolument extraordinaire. Et je trouve que c'est pas la peine de dire il n'a pas été réalisé. Ce qui me paraît plus important, c'est qu'en 1941, on commence à penser à un projet qui, de toute évidence, ce n'est pas un projet de paix, de guerre, c'est un projet de paix, non? Pour ce qui est de mes souvenirs, très franchement, je n'en ai pas. Mais le fait que je n'ai pas de souvenir de ce qui représentait Vichy et le gouvernement de Pétain, je crois que c'est malgré tout une forme de réponse à votre question. Car cela veut dire qu'en réalité, la France, pour nous, était sortie du jeu. La guerre continuait sur d'autres fronts, continuait surtout en Afrique du Nord, dans les Balkans, l'Angleterre, la mer. Et le problème français n'était pas un problème de guerre, pouvait exister comme problème politique, mais qui par rapport au fait guerre était devenu marginal. On va voir maintenant les actualités anglaises qui, elles, plongent dans la guerre, et tout à l'heure vous nous direz ce que vous en pensez. Rifles of a Central Ontario regiment are drawn up as their Majesties arrive on a visit to Canadian troops stationed in the south of England. Anti-tank batteries and other units give demonstrations of the many phases of their training. Men from the land of the maple leaf, now in the motherland, still carry happy recollections of the royal tour of Canada before the war. Entering a Brent gun carrier bearing the inscription Hell's Angels, the King is taken for a half-mile ride over rough heathland, an experience which His Majesty thoroughly enjoys. It would be hard to find finer physical types than these men from the Dominion. With traditional warm-heartedness, they enthusiastically cheer their soldier king, as only Canadians can.
King Haakon of Norway, accompanied by Admiral Sir Edward Evans, arrives at a large factory in the London area to witness a realistic display by the workers. The signal to action stations brings the various ARP groups out at the double. Admiral Evans is able to show His Majesty how our industries mobilize their own blitz-fighting machinery. Wearing asbestos protective clothing, firefighters demonstrate a new type of incendiary bomb extinguisher. It's a honey and makes bomb snuffing a pleasure. Home Guardsmen in the factory have their own band. It's all part of the service. The auxiliary fire service personnel, not to be outdone, turn on a really spectacular display with their appliances. Not the only high spot of the afternoon. King Haakon expresses his admiration of their work. I want to thank you all for showing me about, and I've got an impression that the efficiency of the firm here and of all those who have taken part. A Norwegian girl in national costume presents His Majesty with a gold watch to commemorate a happy and noteworthy occasion. A visit from the Duchess of Gloucester to the Northamptonshire Institute of Agriculture, Her Royal Highness an opportunity of seeing land girls busily engaged in wartime food production. Training in all branches of farming is of a practical nature. And at the end of 4 or 5 weeks, most of the girls have not only given weighty assistance to Britain's home front, but have added a few pounds to their own weight. A red letter day like this is greatly appreciated by the girls who assemble in the courtyard to listen to an address by the Duchess applauding them for the fine work they're doing. I am deeply impressed with the splendid work you are all doing. The call for extra food production is one of the most vital of this war, and in aiding it, I feel that you are doing the very best you can to help your country. Farmers will be in need of more and more labor as time goes on, and the land army wants more and more recruits to meet this need. Another royal visit takes place in the borough of Paddington, when the Queen sees some of the work being done at salvage centres. A Bosch tin hat from the last war may land back in Germany in the shape of a bomb. In 6 months, salvage in this district alone realised well over £3,000. Waste paper, tins and bottles may not look exactly valuable, but they're worth their weight in ship's tonnage. During her tour, Her Majesty expressed her admiration of the work being done by members of the WBS, who, to win the war, have declared war on waste. Our enemy has declared that he would not use the gas weapon, but his word commands no confidence, neither here nor in any quarter of the free world. Therefore, carry your gas mask, always, at all times, in all places. Have it at hand, night and day. Make especially sure that it is in good order and repair. Practice putting it on quickly, without fumbling. Your life may depend on your ability to put it on in a matter of seconds. Get thoroughly accustomed to wearing it. See that every member of your household does all these things. This is an urgent task of war. I have told you what to do and why. You must now do your part. Lord Halifax, our ambassador in Washington, meets the bomb-scarred Iron Duke, a famous tea-car just returned to USA from the Battle of Britain. The canteen begins its American tour for British war relief by serving Lord Halifax a cuppa. He seems to enjoy it as much as the countless soldiers and civilians it refueled overseas. Lord Halifax is one diplomat who prefers a tin hat to a high hat, but it's not his size, so he gives it back to the Iron Duke, a reminder that the car was under fire 33 times.
Grand National Day in Dixie, a thrilling 3-mile gallop over timber with the horses set, better known as gentleman jockeys, in the saddle. It's a gala day for society folk from New York to the Carolinas. A steeplechase setting a scene as colorful as an English hunting print. Casualty number 1. It's a tough course and the fences begin to take their toll. Rustic Romance, the favorite, has lost his rider, which means there's a lot of punters running around the paddock without any shirts on. Nicely over the brushwood, Rustic Romance ignores the shouts of the crowd about his parents and shows Kilmallock the way to the winning post. And so we say farewell to Dixie and travel to the Bahamas to see the Duke and Duchess of Windsor refereeing a charity golf match. Walter Hagen drives off, to be followed by Gene Sarrazin. Oh, nice shot. Now Tommy Armour gets away. And the Duchess sees the famous Bobby Jones in action. Enriching the Bahamas Red Cross by $7,000, the Duke and Duchess share the spotlight with their guests. Now Tommy Armour, the canny Scot, puts down a long shot. The Duke takes his refereeing quite seriously. Even Bobby isn't used to having such royal assistants. So what? So he misses. Thanks, Governor. Now the great Hagen demonstrates that his putting eye is just as keen as ever. Armour takes a bead on what looks like a sure thing. But that's golf for you. The affair's quite a triumph for the Duchess. And as Tommy rows home the deciding putt, Jones and Armour win the match 3-2. As president of the Bahamas Red Cross, the Duchess presents the contestants with personal tokens of appreciation. A fitting conclusion to a good day's sport. A great gathering of London civil defenders assemble at the headquarters of the London Fire Brigade for an inspection by the Australian Prime Minister. Regular and auxiliary firemen, ARP personnel, home guardsmen and roof spotters are all here. Following the parade comes the spectacle of dispatch riders in a clever display of figure and trick riding. After long association with fire, the motorbike leap through a burning hurdle comes easy. A gymnastic display by firemen is another high spot in the program. Physical fitness is a proud claim of these men who do such superhuman work in the Battle of London. Yes, they keep in good trim, these firefighters. As well as earning the respect of everyone, men in the uniforms of the fire services are pulling their weight 100%. In his address of congratulation, Mr. Menzies referred to them as brave soldiers in the defending army of Britain. Quite a number of soldiers want to be airmen. And at this RAF station, the transfer is effected. Air Marshal Pattinson inspects the men who come from all parts of the Empire. In a very short while, their military training helping, they're fully fledged members of the grandest Air Force in the world. To all, we wish happy landings. The constant drone of machinery in our aircraft factories is the music of victory. Over acres of floor space, men and women are turning the money from the thousands of Spitfire funds into machines for the RAF. From government training centers, these girls have come to take their place at lathe, miller and drill. With the confidence of experts, they set about the job of shaping raw metals from the foundries into the components of more than 1,000 horsepower demons of the air. From factories to assembly sheds, where skilled mechanics and expert fitters and riggers begin to bring the planes to life. Here is where your salvage, your saucepans and shillings and pence have, under the magic wand of industry, become part and parcel of the finest fighting aircraft in the world. Every plane is a mechanical masterpiece, capable of withstanding the severest treatment in the hands of the test pilots.
From factory to flying field goes another for the boys who know how to use them. Oh, but something tells me we've got into a nest of Jenny Wrens, and it's opening time. Yes, eye-opening time, because here comes bad news to tell them to show a leg. Where's that shaving water? Sit down in front, I can't see. So out of their hammocks they pop to set about their early morning duties. Maybe we'd better leave them there while we look in to see how the cooks are getting on with breakfast. Yes, very succulent, very toothsome. And that's what these Wren recruits, still in plain clothes, think about it. The training depot sees to it that the sailor girls are proud to belong to the feminine side of the senior service. Once upon a time, at this hour of the morning, they were still in bed, but now they're on parade. One new recruit got a bit confused about the term dog watch and brought her own dog. And that was all straightened out in the classroom where, among other things, she and her companions learned the finer points of bookkeeping. Another of the subjects is teleprinting. Well, as they all look pretty busy, let's leave them at it. They're doing grand work and deserve every bit of praise we can give them. These pictures of the Italian fleet, taken before they met the British in the Mediterranean, are presented as the last, I didn't say latest, the last pictures of Mussolini's navy as a whole. It's whole no longer, for in one devastating battle with our navy, the top wops, no, the flop wops navy has been much reduced in strength. Oh, what a surprise for the Duce. 3, maybe 4 cruisers, including Pola, Zara, and Fume, and at least 2 destroyers were sent to the bottom of the deep blue sea, while the pride of the Italian Navy, the battleship Vittorio Veneto, is about as much use to Muzzo as Muzzo is to Hitler. And talking of Hitler, I bet he's not much inclined to wring Muzzo's hand just now. Wants to wring his neck, more likely. And now with pride we offer you a glimpse of the British men of war who humbled the fat fascist's pride on his own doorstep. Admiral Sir Andrew Cunningham. And the ships, Warspite, Valiant, Barham, not forgetting the gallant destroyer Havoc of Narvik fame. Not one of our ships suffered so much as a scratch on her paint, nor was there a single casualty among our men. We mustn't overlook the Fleet Air Arm, which accounted for the Vittorio Veneto and kept our CNC informed of the enemy's movements. The eyes of the fleet were well skinned. They don't need glasses, but old has-been Nito will need stronger ones than those to see what's left of his navy. Au Général Romano, je crois que cette défaite navale de l'Italie, qui en fait est antérieure de plusieurs mois aux actualités, et aussi le caractère général de celle qui était anglaise, ont amené chez vous une réaction un peu particulière. Expliquez-moi ça. Tout d'abord, ça m'a rappelé une personne que j'ai connue. On fait allusion au croiseur Zara, et c'était quelqu'un qui était embarqué sur ce croiseur et qui est mort. Mais il avait été coulé déjà 2 fois avant. Et je l'ai vu peu de temps avant son dernier embarquement sur le croisière Zara. Et il m'avait dit qu'il était impressionné par cette... C'était un capitaine de corvette, c'était pas un homme d'équipage, donc quelqu'un qui savait bien de quoi il parlait. Qui était impressionné par cette flotte anglaise qui voyait dans la nuit, dans le brouillard, tandis que dans des conditions dans lesquelles la flotte italienne ne voyait rigoureusement rien. De toute évidence, c'était le radar. Alors le radar, c'est une invention sur laquelle, je sais pas, je ne veux pas mettre un ton ironique, absolument pas, mais ça constitue sûrement un des éléments de force de l'Angleterre et des États-Unis. Même la bataille de Londres, la bataille d'Angleterre, sans rien enlever au mérite de la chasse anglaise, tout de même, on ne peut pas expliquer seulement grâce à l'héroïsme ou aux capacités techniques des pilotes anglais une disproportion comme celle de 2300 avions allemands abattus et une centaine
d'avions anglais abattus, tout de même, c'est pas croyable. C'est tout simplement que l'artillerie antiaérienne anglaise, c'était une artillerie qui voyait dans la nuit. Or, cette arme, moi j'ai presque envie de la rattacher à une sorte de mythe des années 30. C'était le mythe du rayon de la mort. Non, même dans les bandes dessinées, le pistolet de Gordon, non, c'était fondé sur le rayon de la mort. À tel point que déjà en 1939, le radar anglais repère un avion à 160 km de distance et à 3000 mètres d'altitude. Bon, donc c'est un atout considérable. Mais je voudrais ajouter, si vous permettez, une chose. C'est que ces documentaires anglais sont admirables. J'ai eu l'occasion d'en voir d'autres, etc. Ils sont admirables, et sont admirables dans la mesure dans laquelle le peuple anglais, pendant la guerre, a été admirable. Cette capacité de résister, d'encaisser, et toujours en restant calme, en restant, on a presque envie de dire, british, non? On ne peut pas trouver un autre mot. La duchesse de Gloucester, son discours est sur un ton très calme, même les mots sont très simples. La partie sur la peur des gaz, bon, révèle clairement une peur physique des gaz, mais en même temps, il y a un contrôle extraordinaire des mots, du ton. Ce qui est frappant, c'est la rupture de ton, et presque à des niveaux un peu vulgaires, je ne dis pas tout à fait vulgaire, mais un peu vulgaire, dans le commentaire de la bataille navale. Et on le remarque d'autant plus, disons que les mêmes insultes, si vous voulez, à l'intérieur d'un documentaire allemand ou d'un documentaire italien, on ne les remarquerait pas, puisqu'il serait encadré dans un contexte général de rhétorique. Et donc, bon, ça serait au même niveau. Tandis que je trouve, du moins moi, que, et non pas par une sensibilité épidermique nationale, alors, encore moins nationaliste, mais parce que c'est la voix qui change, tout simplement. Non. On a déjà remarqué une fois ou deux cette vulgarité anglaise dès qu'il s'agit des victoires sur les Italiens. C'est assez désagréable, mais nul n'est parfait.